Bonsoir à tous. En Afrique, comme dans le monde entier, 3 000 à 5 000 enfants naissent chaque année avec la trisomie 21, une anomalie génétique qui survient au cours de la grossesse. Entre stigmatisation et rejet, ces enfants et leurs parents font face à certaines difficultés socio-culturelles, éducatives et sanitaires. Santé d'abord de ce soir se plonge sur ce sujet sensible en 2 temps. Notre premier invité nous aidera à mieux comprendre ce qu'est concrètement la trisomie 21, ses causes, son diagnostic et les soins nécessaires pour le bien-être de ses enfants. Dans la deuxième partie, nous aborderons le volet éducation et insertion scolaire des enfants ayant ce handicap. Bonsoir et merci de votre fidélité à ce magazine. Je suis au plateau ce soir avec Dr Jean-Christophe Ayao. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui, ça va. Okay. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le merci, je vous le retourne. Parce que c'est un plaisir d'être ici. En tout cas, le plaisir est alors partagé. Merci beaucoup. Docteur, avec vous ce soir, nous allons parler de la trisomie 21. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons baladé notre micro dans la rue et certains concitoyens se sont prononcés sur ce qu'ils savent sur la trisomie 21. Africa biomini, on a vu Oji Tohosu, Améa Tohosu. Dans les que au trône mais au labia mais à Tohosu, ou Tohosu. Au diamètre nénéa, kudo esprit bonbon qui couvert kuya. Non, quoi pas ma mais la glenao. Voilà n'y avait Tohosu. Et doit et ni comment esprit moi be ni corso donner na mais un peu Tohosu be do bonbon ni Tohosu alo. Kaflan. Mia no gboko be sona enyi bele ke o nu eja jivie me nu so eja ji ore nu so ya do fu abo nu eja ji nu de ka pe nya nu so ke do fu ne ya fike be sona tutu gwan wa lo fike to hosu sona bana ye wa ke ku do nu so do go fifi eva po ebe nu so wa me ebe nu dede be nyi o e so ne be fuwa so ve na mebu les soufounois zerika nous boudons de vivre mais bon à moi ba ko me bi nous sension e chan ma o kebe no na kudo yi na kuya e do de vivre mais e ogbongbon me ve na me ala no juste ma gba no juste e ye won fi kebe so tutu gban e ye won nyonu la no asuhwe adokpo asuhwe mano gbegbele to vivivo kaflan lo e ye won ta nyu ame chan be jiji o nde jona ken gboe beyi na nene no nyonu ma po sebi fifi akwale egwa ya su chan gbo e voa e la su hoya e kan na nu wa bana ken gboe yovo chan jaba de mi atogbo le jivi o ji mi atogbo o no nyere o po nene be no nyonu ngba to zanme o ngba ekusi zanme o ngba dunu ye o ngba we yo ne ngba ba hen gbegbele vo on respecte nous wa e fu jijibe ga me pe hena nu ko tabalo nyonu gbokpo be sona lo ogbon nu ono on respecte wa o la pese gbegbele nene ko va jire via o la po be nkuvi ve o wa ma so gbegba me be nkuvi ji o o la be nwo nu yo kon jibe nu ye o la e kon ji ma bo la pe ande pe msungule o ke yo vo yo o étudier pe be na nde manke na e se mi to gbo po e do je sie yo nabe ngba wonu yo ne ngba ba hemi aleke bo me dem bana to hoso be do o nya do anyo po bo ho ne la mensio mu do be nyo ho na la mensio. Docteur Ayao, voilà la définition que l'homme de la rue fait de la trisomie 21. Dites-nous concrètement, la trisomie 21 est la conséquence d'une anomalie chromosomique, docteur. Oui, la trisomie 21, c'est juste une anomalie chromosomique, bon, que nos parents, en fait, interprétaient à leur manière. En réalité, il faut qu'on explique ce que c'est que le chromosome pour que les uns et les autres comprennent. Voilà. Au fait, c'est une anomalie qui est bien connue aujourd'hui.
et que même en Afrique, au Togo, on connaît très bien. Donc il va falloir que, en tout cas, on donne des informations aux gens pour que les préjugés, les anciennes façons de voir les choses disparaissent. Avant d'expliquer vraiment la trisomie 21, c'est qu'il faut que nous sachions que nous sommes un ensemble de cellules. C'est-à-dire que l'unité fonctionnelle de l'être vivant, c'est la cellule. L'être humain est un amas de cellules, c'est-à-dire des milliards et des milliards de cellules. Et donc, si nous prenons une cellule, la cellule est formée d'une membrane qui fait sa frontière, d'un cytoplasme et d'un noyau. Et dans le noyau, nous trouvons beaucoup d'entités et l'essentiel qui se trouve dans le noyau, ce sont les chromosomes. Et les chromosomes, c'est notre ADN qui a été condensé et qui est devenu visible au microscope électronique, qu'on appelle chromosomes. Dès qu'on déplie l'ADN, c'est un peu comme de l'élastique. Dès qu'on le déplie, il devient moins visible. Et dès qu'on le laisse et il se recondense, il devient visible et c'est ce qu'on appelle le chromosome. Dans une cellule, nous avons 46 chromosomes. Et ces chromosomes sont en paires. Donc nous dirons que nous avons 23 paires de chromosomes dans une cellule. Et ces paires de chromosomes ont été numérotées. Et il y a du numéro 1 jusqu'au numéro 23. Dans la maladie qu'on appelle trisomie 21, c'est que le numéro 21, le chromosome numéro, la paire 21, il se trouve que ce n'est pas une paire. Eux, ils sont 3. Au lieu d'être 2, ils sont 3. C'est ça l'anomalie, c'est tout. D'accord. Et c'est ça qui donne des conséquences que nous voyons sur ces enfants et sur ces personnes-là. C'est vrai, docteur, que la trisomie 21 est due à cette anomalie dont nous sommes en train de parler ce soir, mais aussi il y a des facteurs de risque, n'est-ce pas? Des facteurs qui peuvent entraîner la survenue de cette anomalie. Oui, et quand on parle de facteurs de risque, c'est des facteurs qui sont connus, surtout au niveau des parents. Le premier facteur, c'est l'âge maternel. Donc on considère qu'au-delà de 40 ans, la mère est susceptible, elle est plus susceptible de faire un enfant trisomique. Ça peut ne pas être trisomie 21, il y a d'autres trisomies qui peuvent apparaître aussi. Donc, en réalité, c'est un facteur. Cela ne veut pas dire qu'une femme qui a plus de 40 ans est forcément appelée à faire un enfant trisomique. Voilà. C'est juste un facteur. D'accord ? Il y a d'autres facteurs, mais qui ne sont pas vraiment soutenus comme ça. Et puis cela ne veut pas dire que si vous êtes moins de 40 ans, vous ne pouvez pas faire un enfant trisomique. Voilà. Tout le monde peut faire un enfant trisomique. On peut dire ici que, quelque part, la chance intervient. Vous venez de le dire, il y a plusieurs types de chromosomes, 18, 13, 21. Qu'est-ce qui fait la différence? Non, la différence, c'est leur expression. C'est-à-dire l'expression de la trisomie 21 n'est pas la même expression que la trisomie 13 ou trisomie 18. Vous voyez, donc c'est l'expression qui nous donne la différence. D'accord. Si nous prenons les signes de la trisomie 21, ce n'est pas les mêmes signes forcément que la trisomie 13 ou trisomie 18, puisque chaque chromosome a son rôle. Donc ce qui définit chaque être, ce sont ses chromosomes. Donc si tu as la peau noire, ça provient de tes chromosomes. Si tu as les cheveux roux, les cheveux blancs, ou les yeux bleus et tout,
tout ça là était déjà programmé dans tes chromosomes. Donc schématiquement, c'est comme ça, il faut voir ça. Tout est dans les chromosomes. La petite Mariam a 5 ans. Depuis sa naissance, elle connaît certains problèmes de santé et un retard de croissance. Mais sa maman est avertie. Elle a vite compris que l'amour, l'attention et un environnement convivial sont importants pour l'évolution de sa fille. Elle nous a accordé son témoignage. Dès son accouchement, là, au premier abord, on n'a rien su. Mais quand on était retourné à la maison, dans les 3e mois, les maladies, ça commence. Chaque nuit, on ne dort pas, c'est des pleurs, des cris. Et chaque temps, on est à l'hôpital. Un jour, là, ça n'allait pas, on allait au niveau de choses. La pédiatrie, c'est là, on l'a mis sur Rome, ça n'allait pas, elle ne respirait pas bien. Et on nous a transférés au niveau de Tocoin. C'est là, on était resté sous l'oxygène. C'est depuis ce jour-là que c'est commencé jusqu'à aujourd'hui. Son évolution était très lente. Et on nous avait parlé de ça à l'hôpital, qu'elle ne serait pas comme les autres enfants qui ne souffrent pas. Donc c'est le courage qu'on doit les tenir. Elle ne parle pas. Bientôt, elle a eu 5 ans. Mais pour appeler maman, c'est difficile. Elle a un retard de langage et c'est pour cela qu'on est venu chez l'orthophoniste. Les docteurs nous ont prévenu que chaque temps, on n'a qu'à savoir qu'à tout moment, nous, on doit être à l'hôpital si ça déclenche là. Pour elle, sa bouche ne fait pas, l'eau ne sort pas, mais c'est au niveau de la respiration. Si ça quitte là, elle ne peut plus respirer. On est obligé de l'amener. On va l'enlever la morve dans son nez et dans sa gorge aussi. À un moment donné comme ça, tu vois que son corps se chauffe un peu comme ça. Après tout, la respiration, ça ne va pas. On est obligé de courir dans un centre d'hôpital. Et chaque temps, si ce n'est pas au niveau de Tocoin, c'est campus qu'on va. Puisque dans les autres centres, ils disent qu'il n'y a pas d'oxygène. On nous dit c'est une chose. Tout d'abord, on dit qu'elle a problème de cœur. On voit maintenant que ça s'améliore. La santé, ça s'améliore. La maman ne peut pas cacher l'enfant. Tu n'as pas désiré avoir l'enfant là comme ça, souffrante, mais Dieu t'a déjà donné. On doit les prendre comme tout enfant. Il ne faut pas cacher les enfants trisomiques. Eux aussi, ils sont comme les autres enfants. Malgré que leur handicap là, il ne faut pas qu'on les cache. Eux aussi, ils vont être à l'aise comme les enfants qui sont bien portants. Si l'État fait cet effort-là, il faut que l'effort-là soit l'effort pour les enfants trisomiques là. Il faut que cet effort-là, ça aille loin. Sinon, nous, les mamans, on souffre trop. Moi, je ne peux pas l'amener dans un centre d'orthophonie qui est à côté de nous. C'est dans les écoles choses conventionnelles que je l'ai amenée depuis l'année passée. Puisque l'autre, elle soit parmi ses enfants, les autres enfants, pour être à l'aise. On ne peut pas la laisser dans la chambre sortir fermée sur elle. Ceux qui cachent là, ils ne savent pas que c'est quoi. Plutôt, si tu caches l'enfant là, elle serait toujours dans l'état de tristesse. Mais si tu la fais insérer parmi ses camarades comme les autres enfants là, elle aussi, elle s'éveille. Chaque temps, elle voit les efforts que les autres font. Elle aussi, elle a la tendance d'essayer. Et comme ça, sa santé aussi, ça va s'améliorer. Alors docteur, vous venez de suivre avec moi le témoignage de maman Mariam. Quel est votre avis? Vraiment, je suis impressionné par cette dame. Elle a tout dit, au fait. Vous savez, avoir un enfant trisomique, déjà sur le plan psychologique des parents eux-mêmes, c'est un problème. Personne ne souhaite avoir un enfant handicapé et puis qui ne peut pas, qui a des difficultés à évoluer comme les autres enfants. Donc du coup, il y a beaucoup qui ont tendance à cacher ces enfants. Il y a d'autres qui délaissent carrément ces enfants qui finissent par succomber.
Et vraiment ici, il faut donner de l'amour à ses enfants. En tout cas, elle a tout dit. C'est de l'amour qu'il faut donner à ses enfants et un suivi. Il faut vraiment être autour de cet enfant-là. Alors, docteur, maman Mariam l'a dit qu'elle a découvert que sa fille a ce syndrome à partir du 3e mois. Ça veut dire que certains signes sont visibles dès la naissance, d'autres non, n'est-ce pas? Oui. Alors, dites-nous comment reconnaître la trisomie 21 chez un enfant porteur? Normalement, l'accoucheur. Parce qu'il faut poser ce diagnostic. Déjà, en tout cas, la présomption diagnostique, c'est en salle d'accouchement. Parce que dès que vous accouchez un enfant, il faut l'examiner. Il faut regarder, il faut l'examiner de fond en comble. Essayer de voir quels sont ses traits. Surtout le visage, ça parle beaucoup. Et la forme des yeux, le nez, et puis l'aspect de la tête en général, vous attire l'attention que cet enfant est probablement trisomique. D'accord? Et puis, au fil du temps, vous allez voir l'enfant qui présente un déficit intellectuel et puis une laxité des articulations et les muscles qui sont beaucoup plus frêles et fragiles. Ces enfants doivent être diagnostiqués. Normalement, bon, c'est elle qui a vu ça. Et c'est pas normal. Ça, c'est une faute professionnelle de l'accoucheur. C'est pas à la dame ou à l'accoucher de faire le diagnostic. Non. La femme devait normalement être avertie que son enfant a quelques traits qui peuvent entraîner ou qui peuvent finir par dévoiler la maladie. Vous voyez un peu. Donc je pense que bon, elle a eu le réflexe de voir ça et d'amener l'enfant à l'hôpital. C'est une très bonne chose. Et puis elle ne cache pas son enfant. Ça, c'est à féliciter, cette dame. Oui. D'accord. Docteur, comment faites-vous le diagnostic de la trisomie 21? Il faut dire que le diagnostic de la trisomie 21 peut être d'abord anténatal, c'est-à-dire que dans le ventre, pendant la grossesse, on peut faire le diagnostic. Et juste en néonatal, c'est-à-dire que juste après l'accouchement, c'est ce que je disais, ça. Ouais. Juste après l'accouchement, il faut faire le diagnostic. Mais en anténatal, un bon échographiste qui a un bon échographe peut déjà voir des signes. Au cours de l'échographie, peut voir des signes qui vont attirer son attention. Et quand il voit ces signes, il peut demander à ce qu'on fasse des analyses, une analyse de confirmation qu'on appelle le karyotype. Donc on peut prélever le sang du fœtus depuis le ventre de la mère. Il y a des techniques pour le faire. Et on fait le karyotype de cet enfant. Et là, on peut avec certitude savoir que l'enfant présente le syndrome de Down. Voilà, le syndrome de Down, comme tu le dis, ou trisomie 21. D'accord. Bon, maintenant, en néonatal, bon, là, c'est l'accoucheur qui doit poser le diagnostic. Et là, c'est des signes qu'il voit. Ce sont des signes que je viens de citer. L'aspect du visage et de la tête vraiment attire. Le cou qui n'est pas long. Et tout ça attire l'attention. Quelles sont les complications qui peuvent être liées à ce handicap? Il y a beaucoup de complications. Ça peut être des complications graves, et jusqu'au... Bon, il y a certains qui peuvent ne pas présenter ces complications. Ce n'est pas obligatoire que tous ces enfants présentent ces complications. Souvent, c'est des complications au niveau cardiaque. Comme la maman de Mariam. C'est ça. l'a décrit tout à l'heure. Tout à fait, les malformations cardiaques. Il y a des malformations digestives. D'accord. Il y a des malformations digestives. L'enfant peut présenter une maladie qu'on appelle la maladie de Hirschsprung. Bon, c'est assez compliqué à expliquer. C'est une maladie la maladie de Hirschsprung, ou soit une atrésie de son duodénum. C'est une partie de l'intestin grêle, le début de l'intestin grêle,
qui quitte au niveau de l'estomac. Hein, à ce niveau, c'est à ce niveau on appelle le duodénum. Et il peut y avoir l'atrésie. L'atrésie, c'est la non-ouverture, c'est-à-dire que le tuyau, quoi. Voilà, c'est collé. Okay. Voilà, donc ça peut entraîner des complications comme ça. L'enfant peut présenter aussi des troubles respiratoires, des apnées de sommeil. Surtout les apnées de sommeil, l'enfant peut présenter ça. Et puis, vous savez, les apnées de sommeil, ça peut entraîner aussi des décès subits. Bien sûr. Voilà, donc du coup, c'est des complications assez dangereuses. Et l'enfant peut présenter des crises convulsives à tout moment, des déficits sensoriels, même la leucémie. D'accord, la leucémie aussi fait partie de des complications. Il y a aussi l'hypothyroïdie, même le diabète aussi. Parce qu'on a remarqué que les enfants ayant atteint de la trisomie 21 souffrent souvent d'obésité. Tout à fait. Donc l'enfant peut présenter un diabète de type 1. Et d'autres complications. Donc du coup, ces enfants doivent être très suivis, hein. C'est-à-dire qu'un suivi rapproché. Vous voyez, comme on le dit, on a dit à la dame qu'elle doit être tout le temps à l'hôpital avec l'enfant. Il faut vraiment suivre l'enfant. Peut-être avec l'âge, au fur et à mesure que l'enfant prend de l'âge, le suivi peut commencer par diminuer. Docteur, je connais un monsieur, je vais l'appeler ainsi parce qu'il a plus de 30 ans. Quand vous le voyez, il a tous les trains. Hein. Vous voyez, vous savez qu'il est atteint de la trisomie 21. Mais on nous faisait comprendre que les personnes trisomiques ou les enfants ayant cet handicap décèdent en bas âge. Qu'est-ce qu'il en est exactement? Bon, peut-être que c'est bon dans le passé, par le passé. La médecine évolue comme on le dit. Nous aussi, dans nos pays en voie de développement, nous aussi nous évoluons. Hein. Bien sûr. C'est vrai, à l'époque, peut-être la prise en charge qui est souvent pluridisciplinaire, il y a beaucoup de disciplines qui n'existaient même pas à l'époque. Les orthophonistes, bon, il n'y en avait pas assez quand même. Mais je pense que maintenant, étant donné que nous évoluons nous aussi et qu'il y a assez de spécialistes avec une prise en charge pluridisciplinaire, on peut permettre à ces enfants-là de vivre comme tout le monde. On peut vivre comme tout le monde si on est bien entouré. Surtout de l'amour à ces personnes-là. C'est beaucoup d'amour. Voilà, beaucoup d'amour. Beaucoup d'affection. Beaucoup d'affection et puis beaucoup d'encouragement aux parents aussi. Ils ne doivent pas laisser tomber. Parce que cela demande beaucoup de patience. Tout à fait. D'accord. Alors docteur, ces enfants ont besoin des soins spécifiques, des soins médicaux, je vais dire des soins médicaux spécifiques. Normalement, dès le bas âge, il ne faut pas qu'il y ait trop de retard dans la prise en charge. La kinésithérapie est très importante parce que, comme je l'avais dit, il y a des problèmes musculaires, il y a des problèmes d'articulation. Il y a aussi des troubles de l'audition parfois. Les troubles de l'audition. Donc, à part la kinésithérapie, il faut aussi que l'orthophoniste aussi intervienne pour donner plus de chance à de l'apprentissage. Voilà, de l'apprentissage, la parole, il faut que l'enfant puisse parler, il faut qu'on puisse le comprendre aussi. Et donc, les deux, il faut aussi une thérapie psychomotrice. Il faut une thérapie psychomotrice pour que l'enfant puisse grandir comme tous les autres, parce qu'il y a souvent un retard de croissance qu'on observe chez ces enfants-là. Et à part ça, il faut des consultations chez différents spécialistes. Surtout un enfant comme ça, il faut l'amener voir le cardiologue. À quelle fréquence? Non, pas forcément, au moins faire la première consultation en cardiologie, parce que comme l'enfant peut développer une malformation cardiaque, je pense que obligatoirement il doit passer devant le cardiologue. Dès la naissance alors? Oui, en tout cas le plus tôt possible. Et pour d'autres malformations aussi, il doit passer par d'autres spécialistes pour essayer en tout cas, de diagnostiquer ou de ne rien trouver. Le mieux, c'est de ne rien trouver.
Mais si on trouve, on peut prendre en charge le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Les enfants atteints du syndrome de Down, comme on l'appelle aussi, font aussi des infections à répétition. Pourquoi? C'est tout un mélange. Ils vont faire des otites, ils vont faire beaucoup de choses. Des infections dues au fait que même sur le plan immunitaire, ils sont diminués. Parce qu'ils présentent souvent aussi des maladies auto-immunes, beaucoup de problèmes. Donc du coup, sur le plan immunitaire, ils vont être diminués. Et puis les infections à répétition, ça, on va voir ça tout le temps. Voilà. Là, nous venons de parler des soins médicaux dont l'enfant a besoin. Et au niveau des parents, quel type de soins les parents doivent apporter à ces enfants? Que doit-il faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire pour que ces enfants soient quand même toujours en bonne santé? Ce que les parents doivent faire d'abord, les parents doivent travailler sur eux-mêmes d'abord. Ne pas avoir honte de leur enfant. Donc, je crois que les parents eux-mêmes ont besoin d'une prise en charge psychologique. Il faut qu'un psychologue voit les parents, leur explique la situation pour que ces parents n'arrivent pas à délaisser cet enfant ou ces enfants-là. D'accord? Et de deux, il faut maintenant que les parents donnent de l'amour, portent un amour pour cet enfant. Parce que se donner vraiment pour ces enfants-là, il faut vraiment de l'amour. Donc, l'amour des parents à cet enfant et ne pas avoir peur des qu'en dira-t-on, qu'est-ce que les gens disent, les préjugés, Bon, nous sommes en Afrique, on ne peut pas s'en passer, mais il y aura toujours des préjugés, mais il faut que les parents aient les informations nécessaires pour pouvoir surmonter cela. C'est ça, c'est le rôle des thérapeutes. Il faut que les thérapeutes donnent les outils nécessaires aux parents pour qu'ils puissent surmonter les préjugés, pour que la prise en charge de l'enfant soit optimale. D'accord. Alors, docteur, vous êtes les premiers, je parle de vous en tant que gynécologue obstétricien, vous êtes les premiers à découvrir l'état de ces enfants dès leur naissance. C'est vous qui apportez cette information aux parents et vous savez, c'est normal, quand on atteint un enfant, c'est toute une joie et quand on vient t'annoncer que c'est un enfant avec qui il faut vraiment se donner, ça va te demander beaucoup de moyens et tout ce qui va avec. Docteur, est-ce que vous proposez une prise en charge psychologique à ses parents? Ça ne doit pas être facile. Obligatoirement. C'est pour cela qu'il faut poser le diagnostic. Dès la sortie du bébé, il faut poser le diagnostic. Et là, on commence en même temps la prise en charge psychologique des parents. Il faut toujours commencer avec les parents. La prise en charge psychologique des parents pour qu'ils acceptent leur nouvelle situation. Parce que c'est un paramètre qui vient bouleverser tout. Il faut accepter le fait que vous avez un enfant comme ça. Et après, ils seront maintenant quand même capables de surmonter cette situation. Docteur, l'avortement n'est pas autorisé au Togo, mais pendant la grossesse, l'échographie peut quand même montrer par certains signes que l'enfant à naître est porteur de la trisomie 21. Est-ce que les parents peuvent décider qu'on interrompt la grossesse, ou bien est-ce que vous, en tant que gynécologue, vous pouvez faire cette proposition aux parents? Il est vrai qu'au Togo, l'avortement n'est pas autorisé. Il n'y a aucune loi qui permette l'avortement comme dans les pays, en tout cas les pays développés. Voilà. Aussi, il y a ce qu'on appelle des interruptions de grossesse pour des raisons médicales.
Mais ici, dans le cas de trisomie 21, la question qu'on doit se poser, est-ce que cette pathologie-là est compatible avec la vie? Est-ce que la personne, ou soit l'enfant, peut vivre? Ben, si l'enfant peut vivre, ce n'est pas autorisé. Mais docteur, il n'y a pas que, vous savez, la pathologie, comme nous le disons, demande, ce n'est pas seulement qu'une question de vie, c'est aussi une question de moyens. Oui, ce n'est pas une question de vie, c'est une question de moyens. Mais la loi, c'est la loi. C'est vrai. Bon, à ce moment, je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut dire, mais il faut suivre la loi. Ce n'est pas autorisé du moment où la pathologie peut être compatible avec la vie. Peut-être ailleurs, on leur donne la facilité de décider ou pas, mais ici, non. D'accord. Alors, les enfants porteurs de trisomie 21 sont souvent sujets de rejet et de stigmatisation. C'est ce qui a motivé la création de La Maëtrie, une association de parents engagés pour la santé et le bien-être des enfants atteints de ce syndrome. Comment fonctionne cette association concrètement? Quels sont ses objectifs et défis? Comment accompagne-t-elle les enfants et les parents d'enfants trisomiques? Les éléments de réponse avec Madame Agbassi Tatien, présidente de La Maëtrie. L'association à Maëtrie, l'idée m'est venue quand ma fille avait 6 ans que je l'ai inscrite à la maternelle de mon quartier, qu'on l'a refusé. On l'a refusé catégoriquement, très sèchement d'ailleurs. Le directeur m'a dit « Ah madame, votre enfant n'a pas sa place ici ». Or ma fille était très contente d'y aller, elle était vraiment fière. Le lendemain, j'ai dit « Ah, ma fille, Awa, tu ne peux plus aller à l'école parce que le directeur dit de ne plus venir. Donc, je vais attendre d'ici l'année prochaine, quand ta motricité va s'améliorer, je vais t'amener à l'envol Solidarité. » Ah, elle était encore plus petite. Elle a accepté. Donc chaque jour, elle sortait regarder comment les autres vont et viennent, mais tout ce temps, mon cœur déchirait, mon cœur saignait au point que je me suis dit que sûrement qu'un parent quelque part aussi souffre comme moi. Donc pourquoi pas se mettre en association pour lutter pour améliorer leurs conditions de vie et leur scolarisation également. Nous sensibilisons d'abord la population pour connaître ce que c'est que la trisomie 21. On fait des éducations sportives, des rééducations kiné, masseur et de l'orthophonie. Nous n'avons pas encore un centre de prise en charge, mais les enfants sont en famille, mais de temps en temps, on se regroupe au siège et non loin du siège, il y a un terrain où nous faisons le sport et de rééducation. Il y a le retard langagier, le retard psychomoteur. Et donc, sur le plan langagier, il y a un orthophoniste qui vient les faire des rééducations. Et sur le plan psychomoteur, leur retard, c'est un kinésithérapeute qui s'en charge. Et il faut noter que les trisomiques sont aussi confrontés à l'obésité. Donc l'éducation sportive et des exercices sportifs avec un coach spécialisé dans l'éducation des personnes handicapées travaille avec eux pour réveiller leur sens et attention et aussi lutter contre leur obésité. Nous organisons des cris de cœur par exemple sur les médias, les réseaux sociaux pour faire connaître à la population la maladie. En fait, ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais c'est une anomalie génétique. Nous allons souvent dans les centres de prise en charge psychopédagogique en vol de Lomé où nous offrons des dons, des vivres et des non-vivres pour améliorer les conditions de vie de ces enfants. Je rappelle que notre première année, en 2021, notre thème c'était la trisomie 21 loin de la fatalité. L'année dernière, le thème fut la prise en soins pluridisciplinaires des enfants trisomiques. Cette année, notre thème c'est la place de l'enfant trisomique en milieu scolaire. C'est vrai que l'État togolais prône une éducation inclusive dans les établissements scolaires. Mais en réalité, dans les écoles, on n'accepte pas nos enfants.
on n'accepte pas nos enfants. On n'accepte pas parce qu'il y a d'autres parents même qui ne veulent pas que les enfants soient dans la même classe qu'un trisomique par exemple. Mais les rares écoles qui les acceptent aussi, ces enfants sont confrontés au regard de leurs autres camarades et aux parents. Et il y a des regards négatifs que rencontrent ces enfants. Les gens ont des idées négatives autour de cette anomalie. Donc ça fait que ces enfants souvent ne sont pas vraiment à l'aise dans les écoles. D'autres enfants les provoquent. C'est dans ce sens que nous sensibilisons la population. Nous sensibilisons les adultes pour qu'à leur retour, ils puissent sensibiliser leurs enfants à l'école. La trisomie 21 ne se contamine pas. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une honte. Tout enfant pouvait naître trisomique. Parce que c'est un accident de chromosome. C'est Dieu même qui a fait ça comme ça. Donc, on supplie toute personne adulte qui m'écoute à cet instant de sensibiliser leurs enfants à la maison. Ne taquinez pas les trisomiques, ne les jetez pas les cailloux. Quand vous les voyez, s'il n'est pas bien habillé, arrangez-le, ça ne va pas vous contaminer. Nos grands défis, c'est de scolariser nos enfants. Une éducation inclusive. C'est lutter contre leur exclusion sociale. C'est lutter contre leur déscolarisation également. Et puis susciter en eux le goût d'études. Docteur Jean-Christophe, nous sommes de retour sur ce plateau. Voilà le cri de cœur de Maman Awa. Réaction? Vraiment, c'est un cri de cœur. Et celui qui va écouter cette dame et ne sera pas touché, vraiment, on dira qu'il a un cœur de pierre. Elle a vraiment tout dit. C'est un défi. C'est un défi. D'abord, il faut sensibiliser la population. Tel qu'elle a dit, ce n'est pas seulement les enfants, mais il y a des personnes adultes qui ont des idées rétrograde. Ah ouais, tout ce que vous avez vu dans le micro-trottoir, voilà. Tout ce que les gens ne comprennent pas, on l'attribue aux esprits, à une divinité. Tout à fait. Et tout. Nous, quand on était au village, on disait d'amener l'enfant, de le déposer au bord de la route. L'esprit auquel il appartient, l'esprit viendra le chercher. Bon, vraiment, l'essentiel, c'est qu'on puisse faire la sensibilisation des masses. Pour que les gens comprennent que ce n'est pas, comme elle l'a dit, ce n'est pas une maladie, c'est juste une anomalie qui s'est glissée au début de la formation de l'enfant. Et donc, ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas, bon, disons, quand je dis maladie, je pense que j'extrapole. Ce n'est pas une anomalie contagieuse. Cela ne veut pas dire qu'une mère qui a déjà fait un enfant trisomique est appelée à faire encore d'autres enfants trisomiques. Non, c'est juste un accident, comme on le dit. C'est à un point donné qu'il y a eu l'accident là. C'est tout. Ce n'est pas que ça va continuer, non. Et vous allez remarquer que même un enfant, une personne trisomique, a beaucoup de chances de faire un enfant normal, un enfant sans pathologie. Bien sûr, bien sûr. Vous voyez, non? Donc, en réalité, c'est un accident. Voilà. Un accident qui peut arriver chez tout le monde. C'est estimé à 1/3. C'est-à-dire qu'un tiers de malchance de faire un enfant trisomique. Donc, ça veut dire que 2/3, il peut faire un enfant non trisomique. Vous voyez un peu? Ouais. Donc, franchement, il faut que les gens enlèvent les anciens préjugés dans leur tête pour dire qu'un enfant trisomique n'est pas un enfant dangereux. Non, ce n'est pas un enfant qui va contaminer qui que ce soit. Plutôt, c'est un enfant à qui il faut donner de l'amour, du respect et puis de l'aide. C'est très important. Il faut dire que l'environnement social est très important pour l'épanouissement et le bien-être de ces enfants. Alors, docteur, c'est vrai, c'est un accident, mais est-ce qu'on peut prévenir? Est-ce qu'on peut prévenir la trisomie 21? En tout cas, personne
pour l'instant, ne peut prévenir, puisqu'on ne peut même pas savoir si ça va arriver ou pas. C'est ce que tu sais que ça peut arriver, que tu peux prévenir. Ici, on ne peut pas savoir. Et donc, comment on peut prévenir? Et donc, bon, voilà, ça vient comme ça. Et puis, bon, à un moment donné, il va falloir qu'on dise aux gens de l'accepter ainsi. D'accord. Alors, avez-vous un dernier message à l'endroit de la population qui nous regarde ce soir, à l'endroit des parents ayant des enfants trisomiques et toute la population, tous les téléspectateurs qui nous suivent ce soir? À l'endroit des parents, je vais commencer par les parents d'abord. Tous les parents qui ont en charge aujourd'hui un enfant trisomique, je tiens à leur jeter des fleurs, à leur dire tous mes encouragements, tous nos encouragements, et à leur dire de continuer comme ça. Un enfant, c'est un enfant. Ça donne toujours la joie à un enfant. Donc il faut laisser les préjugés, il faut même pas regarder les regards des gens. Parce que laissez les regards des gens à part et prenez en charge votre enfant. Donnez-lui beaucoup d'amour, vous allez voir que vous aussi, l'enfant va vous redonner de l'amour. Et à l'endroit de la population, je dirais que, bon, c'est vrai qu'il y a eu dans le temps des préjugés. Aujourd'hui, nous connaissons tous ce que c'est que cette pathologie. Et donc, j'appelle toutes les personnes, toute la population togolaise à laisser de côté ces préjugés, à savoir que cette pathologie ne se transmet pas. Aucun enfant trisomique ne transmettra sa pathologie à un autre enfant. Et ce n'est pas parce que votre enfant côtoie un enfant trisomique qu'il fera un jour un enfant trisomique. Il n'y a rien à voir, ça n'a aucun lien. Et que nous vous demandons de la tolérance. Il faut avoir de la tolérance et je ne sais pas, et du cœur. D'accord? Ces enfants aussi ont besoin de vivre et de vivre normalement au sein de la population. Ils ont besoin aussi de votre aide. Vous ne pouvez pas les voir et fuir. Non, c'est pas bon. On a dépassé ça maintenant. Merci à toute la population qui m'écoute. J'espère que vous allez prendre tout ce que je suis en train de dire ici en considération. Nous l'espérons aussi vraiment, docteur. En tout cas, merci beaucoup. Merci pour ces précieux conseils. Merci de nous avoir donné de votre temps. Nous espérons vous revoir sur ce plateau très prochainement pour un nouveau sujet santé. Je vous attends. J'attends l'invitation. D'accord. Merci. À très bientôt. Merci. Bon développement physique et mental des enfants ayant la trisomie 21, la prise en charge kinésithérapique et orthophonique s'impose. Pourquoi et quel avantage pour ces enfants? Nous avons posé la question à deux spécialistes. Voici leur réponse. Très bien. La voiture s'est arrêtée. On va déposer la voiture là. Ça, c'est le garage. Et le lapin va revenir. Le lapin, c'est lui qui saute. Le lapin saute, il va sauter. Tic, 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 tic. Tu fais sauter le lapin. Le lapin saute. Saute, saute, saute. Allez, saute. Super, bravo. Et la voiture, tu vas faire rouler la voiture. Vas-y, tu fais rouler la voiture. Vroom, bravo. On va chanter. Allez, je vais tenir tes mains. Donne-moi tes mains s'il te plaît. Oui, donne-moi tes mains. Allez, donne-moi tes mains. On va chanter. Tape, tape, petite main. Tourne, tourne, joli moulin. Nage, nage, petit poisson. Voler, 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 joli papillon. Bravo. Allez, on fait bravo. Tu as très bien travaillé. Super. Bravo, Maria. Bravo, Arita. Super.
Si c'était un enfant plus âgé, on aurait pu par exemple proposer des activités pour renforcer la musculature des articulateurs, de la langue, des lèvres. Parce que la trisomie implique une hypotonicité de ces organes. Quel type d'exercice par exemple? Des exercices d'imitation par exemple. On va dire, ok, on va gonfler les joues. Et l'essentiel c'est que l'air ne sorte pas. Parce que chez eux souvent, voilà, l'air va sortir. On gonfle les joues, l'air ne doit pas sortir. On reste comme ça pendant quelques secondes. On peut faire les jeux de... les bruits comme ça. On fait les... Voilà. On sort la langue. On claque la langue. Voilà. On fait des activités de souffle par exemple. Souffler sur une bougie pour éteindre une bougie. On peut aussi faire des activités pour stimuler l'attention chez ces enfants-là. Parce que la trisomie implique aussi des difficultés au niveau de l'attention. Et pour ça, il y a des jeux. Bon, il y a par exemple un jeu qu'on appelle le jeu de mémoire, qu'on ne peut pas faire pour elle parce qu'elle est trop jeune pour ça. Comment ça se fait? Alors, c'est un jeu avec des cartes. Je vais essayer de vous montrer. Alors, les cartes, bon, contrairement à ceci, les cartes se ressemblent, ils ont les mêmes formes, peut-être carrées, mais sur les cartes, on a dessiné des images doubles, quoi. Ça, par exemple, là, on dessine le soleil 2 fois. Il y a une carte qui porte le soleil, une autre carte qui porte le soleil. On prend aussi 2 autres cartes qui portent les mêmes images, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, on retourne les cartes face cachée et on va jouer. Nous sommes 2 joueurs avec l'enfant. On retourne chacun 2 cartes. Si tu trouves les mêmes images, tu gagnes. Voilà. Et après, on renverse encore. Donc l'idée, c'est que l'enfant soit attentif et mémorise la place de chaque image. On peut faire aussi d'autres activités pour stimuler le langage, parce qu'ils ont un retard de langage. Ici, par exemple, nous avons les catégories des fruits. On va demander à l'enfant qu'est-ce que c'est et peut-être lui raconter aussi des histoires autour de chaque image. Là, par exemple, c'est les animaux, on fait la même chose. Et là, nous faisons la mobilisation de ces membres inférieurs pour s'assurer de la mobilité de ces articulations. Après, il faut des enfants qui ont une faiblesse au niveau des membres inférieurs de bassin. Donc là, il faut renforcer les muscles, il faut s'assurer de l'état de ces muscles, de ces articulations pour qu'elles puissent se mettre debout et pouvoir marcher. Voilà. Donc nous faisons la mobilisation de son genou. Donc aussi, il faut voir s'il n'y a pas de déformation au niveau des pieds. Parce que si les pieds, surtout au niveau des orteils, s'il y a une déformation, on va marcher sur les pointes au lieu de mettre toute la plante du pied au sol pour pouvoir bien marcher. S'il y a la déformation au niveau des pieds, si c'est réductible, nous on travaille pour que ça soit résolu. Au cas où c'est un peu dur, on les envoie chez les orthoprothésistes pour qu'ils fassent des orthèses pour remédier au problème. Encore une fois. C'est toujours le renforcement de sa ceinture pelvienne. Puis c'est là, quand on n'a pas de force, là-bas on ne peut pas marcher. Vous pouvez avoir la force au niveau de la jambe, des jambes, mais si vous n'avez pas la force à la ceinture pelvienne, vous allez dandiner. C'est comme, soit vous serez un peu courbé, soit vous serez un peu en arrière. Donc ça ne vous permet pas de bien marcher. Donc pour ces enfants, surtout leur hypotonie, c'est-à-dire les muscles ne tiennent pas, ça part de là ou vers les membres inférieurs. Allez, on se lève. Tiens là. Tu es trop gentil. Ah non, 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 non. Voici ainsi planté le décor de la deuxième partie de cette émission et je suis avec M. Emmanuel Etonio. M. Emmanuel, bonsoir. Bonsoir madame. Comment vous allez? Je vais bien et vous? Oui, ça va. Merci de répondre encore présent à notre invitation. Vous êtes tous un ancien de ce plateau. C'est plutôt à moi de vous remercier pour l'opportunité que vous nous donnez de sensibiliser la population sur les différents troubles dont peut souffrir un enfant qui vient au monde. D'accord, merci beaucoup. Vous avez suivi avec moi ce sujet qui vient de passer. On a vu votre collègue, M. Féchal Hamza, faire 2 types d'exercices avec la petite Maria. Le saut de lapin et la conduite de voiture. Quel est l'intérêt de ces 2 types d'exercices pour la petite Maria? Généralement, les séances d'orthophonie se passent de manière ludique. C'est à travers les jeux qu'on amène l'enfant à développer le langage et à acquérir les notions qu'il n'a pas. Alors là, je pense que pour le saut,
C'est pour amener l'enfant à comprendre ce que c'est que sauter, le mot sauter, mais aussi il y a le lapin, connaître ce que c'est que le lapin. Donc il peut s'agir de cela, il peut s'agir carrément de l'imitation. Ça peut avoir comme objectif amener l'enfant à imiter ce que fait l'orthophoniste. Donc je ne peux pas de manière précise dire l'objectif qui est derrière l'activité, parce qu'une même activité peut avoir plusieurs objectifs. D'accord. Et quelle est l'importance même d'une prise en charge orthophonique pour un enfant ayant la trisomie 21? Alors, généralement, les enfants présentant la trisomie 21 ont une déficience intellectuelle qui varie. Alors, ces enfants vont avoir des difficultés au niveau du langage, soit un trouble articulatoire, c'est-à-dire les difficultés à bien prononcer les mots, soit un retard de langage, un vocabulaire pauvre, et des difficultés à comprendre le langage quotidien. Ils peuvent avoir également des difficultés attentionnelles et les difficultés pour retenir, les difficultés mnésiques. Alors, vu tout ce grand tableau, il faut intervenir pour aider cet enfant. Donc, l'orthophoniste va intervenir pour aider l'enfant à avoir un langage plus adapté, à développer de bonnes compétences communicationnelles, mais aussi au niveau de l'attention, de la mémoire. Donc, lorsque l'enfant est jeune. Alors, généralement, nous intervenons tôt, avant même que le langage ne se développe. Donc, très tôt, l'orthophoniste va travailler pour que ces éléments se mettent en place chez l'enfant. Généralement, chez l'enfant présentant une trisomie 21, tout ce qui est base de la communication va prendre du temps pour se mettre en place. C'est ce qui va engendrer plus tard un retard de langage. Donc déjà très vite, nous intervenons pour donner déjà des conseils à la maman. Comment est-ce que la maman doit communiquer avec cet enfant en le regardant de face, en souriant, en ralentissant le rythme de la parole. Quand la maman parle avec cet enfant présentant la trisomie 21, la maman doit ralentir le rythme de sa parole. Et également, il faudrait que son visage soit vraiment expressif, avec des sourires, des regards. Également, la communication gestuelle. Tout cela doit se mettre en place très vite. Très vite, c'est à partir de quel âge, par exemple? Et pendant combien de temps? Dans les pays développés, déjà, à la naissance, lorsque le diagnostic est posé, il faut une consultation orthophonique. Alors, la consultation aura pour but pour expliquer les difficultés que va présenter l'enfant aux parents, pour que l'enfant puisse comprendre comment va se passer le développement de leur enfant. Et aussi de conseiller les parents sur les attitudes et comportements à adopter en vue de favoriser l'émergence de la communication du langage chez l'enfant. Et généralement, dans les pays développés, ça se passe d'abord par mois, une fois ou même 2 fois par mois, avec les parents. C'est une prise en charge indirecte, c'est les parents qui participent au fait. Et il y a aussi certains enfants trisomiques qui vont avoir des troubles de l'alimentation. C'est-à-dire pour téter et tout ça là, parce que généralement, au niveau de la sphère oro-faciale, il y a une hypotonie. Donc l'orthophonie peut intervenir très également pour stimuler cette zone oro-faciale, pour permettre à l'enfant de mieux s'alimenter au fait. Ça, c'est l'alimentaire. Maintenant, au niveau du langage, c'est les conseils qu'on donne aux parents. Et vers 1 an, la prise en charge, elle est plus régulière. C'est 1 fois par semaine. Et à partir de 2 à 3 ans, c'est 2 séances par semaine. Généralement, c'est une prise en charge à long terme. Et quand les parents commencent par venir, à un moment donné, ils peuvent s'essouffler. Parce que venir, c'est laisser ce qu'on fait comme travail, activité, venir chez l'orthophoniste, passer 30 à 45 minutes. Donc, c'est toute une charge pour les parents qui ont cet enfant présentant la trisomie 21. C'est le lieu aussi d'encourager une fois ces mamans et de leur demander encore beaucoup plus de patience dans la prise en charge de leurs enfants. Et dites-nous, en tant que spécialiste, est-ce que d'après vos données, les parents amènent des enfants pour cette prise en charge orthophonique? Alors nous avons beaucoup de parents qui amènent leurs enfants au niveau de la prise en charge orthophonie. Maintenant, actuellement, avant, il n'y avait pas beaucoup de parents qui les amènent. Mais aujourd'hui, les pédiatres conseillent très vite les parents d'amener les enfants en consultation orthophonie. Ce qu'il faut savoir, c'est que si la prise en charge est précoce, l'enfant peut gagner jusqu'à 30 points de QI, c'est-à-dire l'intelligence de l'enfant peut se développer de manière significative si la prise en charge est précoce. Monsieur Emmanuel Itonio, vous êtes à Lomé. Mais est-ce qu'il y a des orthophonistes dans les 5 régions du Togo pour que ceux qui sont à l'intérieur, les enfants ou les parents qui ont ces enfants ayant cet handicap, qui sont à l'intérieur du pays, puissent aussi amener leurs enfants pour cette prise en charge orthophonique? Il faut dire que l'État togolais fait de grands efforts. Et actuellement, il y a des orthophonistes dans
tous les chefs-lieux de région du Togo, c'est-à-dire d'Apon, il y a un orthophoniste, à Kara, il y a plusieurs orthophonistes, à Sokodé, il y en a, et à Takbame, il y en a, à Kpalimé, à Tchévié, à Niho et à Lomé, il y a des orthophonistes. C'est vrai que dans les petites villes, il n'y a pas encore d'orthophonistes, mais heureusement qu'il y a un concours qui est lancé, et il y aura 10 orthophonistes qui seront encore recrutés, qui vont couvrir un temps soit peu tout le territoire togolais. En tout cas, l'État fait vraiment de son mieux. L'État ne ménage aucun effort pour mettre à l'aise toute la population togolaise. N'est-ce pas, M. Emmanuel? Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. L'État togolais prône l'éducation pour tous et l'insertion inclusive des enfants ayant la trisomie 21. Mais les Togolais partagent-ils aussi cet avis? Voici le point de vue de quelques citoyens que nous avons interrogés dans la rue. Leke kpo gbe wo wa be sukulu o do wa be sukulu po a oni no nene do nu kenti o le nyanye nye le gbame butolo nyanye de kanu ye popo nu e wa kafran e ya fifia mi kwi mi na fifi jan leke ya egbele go ko do gbonyin e da yido opo e ke na yin san de le ponu po e ba kota wu pata gbele ni kwa de o le pe de Devi wan que ma ou venu bele dodo torede me eya nya de kwekwe wa o kwe o salo le blibo e tan ko do nu me munye to an bele holo aya kele fo do kukuli ko va le do ebe tan wa me ye jaba hen pin bu va ne devi ya jaba le abi de va ne devi ya afokuli va ne devi ya de mi e popo no wa munye wa no join voga ke ya on est so belele to wade no possible ameke nene wa be sibele ko wa be school o yina nene po wa wo no wa chan ni po be enunyo benyi ejo jina ne wa chan wa te yi school afa ne wa te no kudo ami poto na me alo le pa ami poto chan be reaction e la no tron do le wa chan wanti on peut susunyere et la pere wacha wansi ne susu bagba no vire o ka enyo be de viocha wa school o wacha wa no wa to do me et la gba pere wansi ne wacha la de susu nyo. Alors, Monsieur Emmanuel, nous sommes de retour sur ce plateau. Quel est votre avis sur tout ce que nous venons d'entendre? Oui, je pense que l'éducation inclusive, c'est une bonne chose et ça va aider les enfants présentant cet handicap à avoir un milieu qui va permettre l'émergence de la communication et des apprentissages scolaires. Il faut reconnaître qu'il n'y a pas une trisomie 21, c'est-à-dire chez plusieurs enfants présentant la même anomalie, il y a certains enfants qui auront une déficience intellectuelle légère, d'autres une déficience intellectuelle moyenne. Donc, en fonction des capacités intellectuelles de l'enfant, soit on peut lui proposer une scolarisation dans une école ordinaire ou dans une école spécialisée. Il faut dire que lorsqu'on parle de l'éducation inclusive au Togo, beaucoup d'efforts sont faits en ce qui concerne les personnes qui présentent un handicap visuel, un handicap auditif. Mais ceux qui présentent une déficience intellectuelle, il faut dire qu'il y a encore du chemin à parcourir. La personne qui présente une déficience intellectuelle, c'est toute la capacité de réfléchir, la logique, le raisonnement qui est perturbé. Donc cette personne... Surtout chez un enfant trisomique. Exactement, chez un enfant trisomique. Donc aujourd'hui, dans les pays développés, on sait que le meilleur moyen de les aider, c'est de les inscrire dans une école ordinaire, comme les autres, dans un milieu inclusif. Mais il faut que ce milieu réponde à leurs besoins. Il ne s'agit pas d'amener l'enfant dans une école ou bien dans une classe où il y a 40 élèves, alors que l'enseignant n'est pas formé pour répondre à ses besoins. Il est dans cette classe, on se moque de lui et la pédagogie n'est pas adaptée pour l'aider à acquérir les connaissances. Lorsqu'on parle d'une école inclusive, c'est une école qui accueille tous les élèves, mais qui répond à leurs besoins. Ça voudrait dire qu'il y a un travail préalable qui est fait. Les enseignants sont formés. Il y a le matériel et les ressources qui sont allouées. Il y a la sensibilisation qui est faite pour que les parents, parce que d'habitude, on voit que dans certaines écoles, quand le directeur accepte l'enfant présentant la trisomie 21, c'est les parents qui commencent par enlever leur enfant de cette école.
C'est pour ça que la maman a dit que dans cette école, on n'a pas accepté de recevoir leurs enfants. Parce qu'il y a également les parents qui ne comprennent pas jusqu'au jour d'aujourd'hui que la trisomie 21 n'est pas une anomalie qui se contamine. Lorsque ton enfant joue avec un enfant présentant la trisomie 21, ça ne va pas le contaminer, ça ne va pas diminuer son intelligence. Au contraire, cet enfant va apprendre à comprendre la différence, à savoir que nous sommes différents, mais nous pouvons cohabiter ensemble, chacun est différent en fait. Donc, lorsqu'on parle d'éducation inclusive, au niveau des personnes présentant la trisomie 21, il faut dire qu'il y a du chemin, il y a du grand chemin à parcourir encore dans le pays. Quelles sont les difficultés majeures que vous rencontrez dans la prise en charge de ces enfants? Alors, la difficulté d'abord, comme je viens de le dire, la prise en charge, elle est à long terme. Donc, les parents, à un moment donné, ils sont essoufflés. Peut-être à cause, des fois, c'est faute de moyens financiers. Peut-être c'est parce qu'ils sont obligés à laisser leur activité et à venir chaque fois. Et l'autre difficulté, c'est l'inclusion. C'est-à-dire, nos séances ne s'arrêtent pas dans notre bureau. Il va falloir que l'école continue le travail. Et là, généralement, les enfants sont dans la plupart des cas dans une école spécialisée à Envol, alors que normalement, Envol doit être peut-être une étape pour aider les enfants pour les activités spécifiques. Là, il peut y avoir des séances d'orthophonie, la kinésithérapie et le psychomotricien qui travaillent pour aider l'enfant à avoir une intelligence plus développée et l'amener plus tard dans une école ordinaire. Mais ici, on constate qu'il y a une fracture. Il n'y a pas de lien entre ces écoles spécialisées et ces écoles ordinaires. Donc, même lorsque l'enfant est dans une école spécialisée, il faudrait tout faire pour que cet enfant passe quelques jours au moins dans une école ordinaire. Parce que les enfants présentant la trisomie 21, ces enfants imitent facilement. Ils ont de bonnes capacités d'imitation. Donc, si on leur donne le bon modèle à imiter, c'est mieux que de laisser les enfants trisomie 21 ensemble. Ouais, c'est vraiment important. Et l'autre chose, c'est de former les enseignants à savoir comment est-ce qu'ils doivent comprendre les difficultés de ces enfants et y répondre. Il faut éviter les moqueries lorsque ces enfants sont dans une école ordinaire. Généralement, des fois, en classe, les élèves ne se moquent pas, c'est pendant la récréation. Donc, il va falloir que les enseignants soient vigilants. Éduquent les autres élèves à ne pas se moquer de cet enfant présentant la trisomie 21. Et il va falloir également adapter les évaluations. C'est-à-dire on ne va pas l'évaluer comme les autres enfants. Il faut adapter les évaluations en fonction de ses capacités intellectuelles également. Le but, c'est vraiment une inclusion sociale, en fait. L'aider à rester avec les autres élèves et l'aider à ne pas se bloquer, à un moment donné. Donc, dans les autres pays, les enfants avec trisomie 21 peuvent aller jusqu'au bac professionnel. Donc, parce qu'il y a des adaptations qui sont faites et pour les aider. Donc, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on va parler de l'inclusion, il va falloir qu'on se rappelle également de ces enfants présentant une déficience intellectuelle et avoir des adaptations qui vont les aider à conclure les apprentissages scolaires. Il va falloir former les enseignants, mais également allouer les ressources pour que cela puisse se faire de la meilleure manière possible pour aider et l'élève handicapé et les autres élèves qui n'ont pas de handicap dans la classe. Monsieur Emmanuel, l'école inclusive est-elle différente de l'école ordinaire? Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Bon, lorsqu'on parle de l'école inclusive, c'est une école qui accueille tous les élèves et qui répond aux besoins spécifiques de chaque élève. Les écoles ordinaires, normalement, comme je l'ai dit au Togo, toutes les écoles doivent être inclusives. Mais si on fait la différence, ça veut dire que les écoles ordinaires n'acceptent pas les enfants handicapés. Ils ne répondent pas aux besoins des élèves handicapés. Même s'ils les acceptent, ils sont là, mais il n'y a rien de manière spécifique pour pouvoir les aider. Donc le but au Togo, c'est que toutes les écoles soient inclusives. L'État togolais, depuis la PSE 2014-2015, soutient l'inclusion de ces enfants dans les écoles ordinaires. Quels sont les avantages de cette inclusion pour ces enfants? Alors, l'avantage, c'est que lorsqu'on veut avoir une société inclusive, l'éducation inclusive est l'un des moyens pour avoir une société inclusive. Également, lorsqu'on veut arriver à l'éducation pour tous, c'est-à-dire l'éducation pour tous, ce n'est pas l'éducation pour les enfants en griffe qui n'ont pas de difficultés. Tous voudrait dire tout le monde, porteur d'handicap ou sain, riche ou pauvre, handicapé ou non, tous les élèves ont droit à l'éducation. Donc, l'éducation inclusive permet d'abord à tous les élèves de faire l'expérience de la différence, de savoir que lui, l'autre est différent que moi, même tous. Nous avons un même objectif, acquérir les connaissances.
L'éducation inclusive permet à l'élève en difficulté également d'apprendre les bonnes attitudes et les bons comportements en griffe chez les enfants qui ne présentent pas de difficultés. C'est-à-dire qu'ils vont apprendre comment les enfants qui ne présentent pas de difficultés se comportent et il va les imiter. Ça, c'est vraiment aussi l'un des avantages. L'autre avantage, c'est que l'éducation inclusive aide même les enfants en griffe qui n'ont pas de difficultés. Parce que l'enseignant va varier les apprentissages, c'est-à-dire va varier les modes de présentation, va mettre en place des petits groupes d'entraîne et tout ça là va aider toute la classe en fait. Mais cela demande une préparation, comme je l'ai dit. Et pourquoi l'insertion scolaire des enfants ayant cette malformation pose toujours problème jusqu'à aujourd'hui? C'est vrai que vous m'avez déjà répondu, mais je veux quand même que il faut dire qu'au Togo, au niveau des lois, que ce soit la Constitution qui dit à son article 35 que l'État reconnaît le droit d'éducation de tous les enfants, et également la Convention relative à la protection sociale des personnes handicapées également, qui dit que les enfants présentant un handicap peuvent être scolarisés dans le cursus ordinaire ou spécialisé. Et le Code de l'enfant même, qui dit que l'État va aider les structures qui s'occupent des enfants présentant le handicap au niveau des lois. Et également le plan sectoriel d'éducation 2020-2030. Tout est bien fait pour que l'éducation inclusive fonctionne. Et on a eu des retours déjà positifs pour les personnes handicapées auditives et visuelles. Mais au niveau des enfants présentant le handicap intellectuel, c'est vraiment difficile parce qu'il va falloir que l'enseignant puisse adapter le programme, le contenu de cet enfant. C'est-à-dire, nous sommes en classe de, je vais vous donner un exemple plus concret. Nous sommes à la classe de CP2. Et CP2, on a un programme donné. Mais l'enfant présentant une déficience intellectuelle est dans la classe, mais lui ne peut pas suivre le même rythme que les autres. Donc, quand l'enseignant prépare le cours pour les autres élèves, il va falloir qu'il prépare un autre cours en griffe, un autre contenu, un autre objectif pour l'élève présentant la thèse 2021. Donc, ça demande beaucoup de travail pour l'enseignant et ça demande des moyens. Je pense que ce côté, au niveau des enfants présentant le handicap intellectuel, je ne vais pas dire que c'est un peu oublié, mais ça demande beaucoup de moyens et il faut encore faire beaucoup d'efforts pour que ça soit effectif. L'État fait quand même des efforts et je suis sûre que cela arrivera aussi un jour qu'on met toute la logistique nécessaire dans toutes les écoles ordinaires pour la prise en charge scolaire, je veux dire, de ces enfants souffrant de la trisomie 21. Monsieur Tonio, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Quel est votre dernier message à l'endroit de ceux qui nous regardent ce soir? Alors, mon dernier message, c'est lorsqu'on a un enfant porteur de la trisomie 21, ce n'est pas de notre faute, ce n'est pas la faute aux parents. Mais ne pas agir pour que cet enfant connaisse un épanouissement, ça pourrait être de notre faute. Cela voudrait dire qu'il ne faut pas cacher les enfants lorsqu'ils présentent la trisomie 21. Aujourd'hui, la trisomie 21 n'est pas une fatalité. Avec une prise en charge précoce et pluridisciplinaire, l'enfant présentant une trisomie 21 peut avoir une vie en griffe, une vie normale, peut avoir un cursus scolaire relativement bon, peut s'insérer dans la société et peut être autonome. Donc, que les parents comprennent aujourd'hui que lorsqu'ils ont un enfant présentant une trisomie 21, ils n'ont qu'à vite commencer la prise en charge, ils n'ont qu'à suivre les conseils des thérapeutes. Il ne faut pas qu'ils se fatiguent, ils n'ont qu'à être courageux et aller jusqu'au bout. Parce que nous savons tous qu'un enfant, c'est un don de Dieu et nous devons tout faire pour en prendre soin. Un enfant est un don de Dieu et nous devons tout faire pour en prendre soin. Et c'est sur cette dernière phrase de M. Emmanuel Etonio que prend fin Santé d'abord de ce soir. Monsieur Etonio, merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci d'être passé sur le plateau de Santé d'abord. Merci. À très bientôt pour un nouveau sujet. Bien sûr. Voilà, mesdames et messieurs, c'est fini pour Santé d'abord de ce soir. Merci à tous ceux qui ont œuvré pour sa réalisation. On se donne rendez-vous mardi prochain. À très bientôt.